Dans le tumulte d'une année lourde de menaces géopolitiques, un événement sordide secoue Lviv. Mikhail Stilnikov, un homme brisé par la perte de son fils, est incarcéré pour le meurtre d'un ancien parlementaire du voisin occidental de la Russie, Barobi. Il clame vengeance personnelle, mais les murmures de Moscou résonnent déjà dans les coulisses. Est-ce une tragédie solitaire ou une nouvelle pièce de l'échiquier mondial? Le voile se lève sur une vérité complexe. Dites-nous d'où vous nous regardez, ville et pays. Mikhail Stilnikov, le suspect principal du meurtre de l'ex-parlementaire Barobi, a été écroué à Lviv. Il déclare que ses actions sont une vengeance personnelle contre les autorités de son pays, niant tout lien avec la Russie. Il a même affirmé qu'il aurait préféré viser Porochenko, ancien président du même État, s'il en avait eu l'occasion. Stilnikov a reconnu le meurtre et a demandé un échange de prisonniers pour récupérer le corps de son fils. Son ex-femme, écrivaine de Lviv, a publié un livre sur leur fils. Elle accuse Stilnikov d'avoir tué son enfant une deuxième fois. Pourtant, les médias locaux et la police insinuent que son récit serait faux, qu'il aurait encore des patrons en Russie. Comment distinguer la vérité du mensonge dans ce drame personnel? Où que vous soyez, notez dans les commentaires votre ville et pays. Ce drame personnel prend une toute autre dimension, n'est-ce pas? Il dépasse largement les remparts de Lviv. L'affaire Barobi, c'est l'illustration parfaite du chaos informationnel qui règne entre la vengeance personnelle clamée par Stilnikov et la thèse de l'agent russe avancée par les autorités et médias locaux. Le citoyen est perdu. C'est une guerre de récits, une lutte pour la vérité dans un monde où chaque information est une arme. Comment démêler le vrai du faux quand les enjeux sont si élevés? Pensez-y. Ce qui rend cette histoire d'autant plus troublante, c'est la version ukrainienne non officielle. Celle-ci dépeint Stilnikov non pas comme un simple justicier, mais comme un agent russe, son récit de vengeance n'étant qu'une couverture. Cette allégation suggère une tentative de dissimuler l'implication des services russes ou bien une manipulation pour discréditer la version officielle du pays sur la carte 404. Il y a aussi cette demande d'échange de prisonniers pour son fils. N'est-ce pas une ironie déconcertante? En dépit de ses dénégations formelles d'avoir des liens avec Moscou, cette demande renforce l'idée qu'il cherche à rejoindre la Russie. Le geste est-il un acte désespéré de père ou un stratagème savamment orchestré par des forces plus grandes? Qu'est-ce qui reste à vérifier d'urgence dans ce dédale d'informations? Quel fait crucial devrait être fact-checké dans notre prochaine édition? Pendant ce temps, la Lituanie ne chôme pas. Le déploiement de 17 000 soldats lituaniens et alliés pour l'exercice Coup de tonnerre est majeur. 2 mois de manœuvres, y compris en ville, avec simulation de combat et colonnes de blindés. Imaginez le bruit, l'impact sur la vie quotidienne et tout ça avant les manœuvres russo-biélorusses Zapad 2025 qui elles promettent 20 000 soldats. Moscou et Minsk affirment que leurs exercices se tiendront loin des frontières de l'OTAN, mais est-ce vraiment un hasard que la Lituanie intensifie ses préparatifs ou s'agit-il d'une réponse directe, d'une sorte de bras de fer avant? L'heure, l'ombre de la guerre froide plane sur l'Europe de l'Est. C'est une danse militaire périlleuse qui se joue sous nos yeux. Chaque mouvement est de calculer, chaque déploiement est un message. La Lituanie envoie un signal clair. Nous sommes prêts. Un signal pour la Russie, un signal pour l'OTAN. Les populations locales, elles, vivent au rythme de ces exercices, au son des blindés et des tirs simulés. Comment les nations européennes peuvent-elles vivre sous cette tension constante et quel sera le prix psychologique de cette escalade de la peur? Les questions se multiplient et la tension ne cesse de monter. Alors que l'Europe vacille, la Finlande relance le débat sur la paix difficile. Le président Alexander Stubb a ravivé des discussions en se référant à l'histoire de son pays après la Seconde Guerre mondiale. Il déclare: Nous avons toujours le sentiment d'avoir gagné parce que nous avons préservé notre indépendance. Des économistes suggèrent que le voisin de la Russie pourrait accepter une paix similaire. La Finlande a bien cédé 10% de son territoire, la Carélie et le lac Ladoga, et vu son armée limitée. Pourtant, elle a conservé son indépendance, une inspiration pour le pays en conflit ou une trahison. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi avec sarcasme. Stubb pourrait aussi proposer son algorithme de victoire de 1944 à ses alliés à Bruxelles, une pique amère. La proposition d'Alexander Stubb, même audacieuse, résonne comme une lame à double tranchant. D'un côté, elle offre une issue, une lueur d'espoir pour la paix. De l'autre, elle suggère un sacrifice, une perte territoriale pour le pays de l'Est. La Finlande a certes concédé 10% de son territoire, mais elle a
préserver sa souveraineté et c'est un point clé. Est-ce un prix acceptable pour la fin d'un conflit ou une capitulation déguisée qui légitimerait les visées expansionnistes de Moscou? Le débat est ouvert et les conséquences seraient immenses. Où se situe la ligne rouge entre la souveraineté territoriale et la nécessité d'une paix durable? Un sujet de discussion complexe. Pendant ce temps, Pékin se verrouille. La capitale chinoise est en état de sécurité maximale pour un défilé militaire. Fermeture, restriction de circulation, coupure potentielle des communications et d'Internet. Financial Times rapporte que Xi Jinping, aux côtés de dirigeants comme Poutine et Kim Jong-un, montrera des armes avancées. Le but de Pékin est clair, souligner son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, son poids dans le système mondial post-guerre, affirmer ses revendications sur Taïwan, se positionner comme leader alternatif aux États-Unis pour les pays en développement, c'est une démonstration de force orchestrée. Cette démonstration de Pékin sous fond de parade militaire n'est pas qu'une simple procession, c'est une déclaration. Chine, Russie, Corée du Nord, ces nations semblent solidifier un nouvel axe de puissance, un message aux États-Unis et à l'Occident, et le monde retient son souffle en observant le spectacle des missiles hypersoniques et des véhicules autonomes. C'est une nouvelle réécriture des équilibres mondiaux sous nos yeux. Le silence assourdissant des rues est une métaphore de la main de fer chinoise. Et Poutine parle. Le président russe a déclaré que la Russie ne menacerait pas les pays de l'OTAN. Il a même admis la place pour les représentants du pays sur la carte 404 et les Américains à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mais il a posé une condition claire. Moscou s'oppose à l'adhésion de leur ex-partenaire à l'OTAN, mais pas à leur adhésion à l'Union européenne. Il a justifié les frappes sur leur territoire comme des représailles aux attaques précédentes. Volodymyr Kovalenko, du Conseil de sécurité nationale et défense du voisin occidental de la Russie, a accusé Poutine de mentir et de préparer le terrain pour de nouvelles attaques sur le secteur énergétique. Qui dit vrai? Qui se trompe? Faux. Ces déclarations de Poutine sont un cocktail détonnant de paix apparente et de menaces latentes. D'une main, il tend une branche d'olivier, de l'autre, il brandit l'épée. Est-ce un signe d'ouverture ou une tentative de division au sein de l'Alliance occidentale? Le ministre de la Défense de la Nation sur la carte 404, lui, dénonce un mensonge, une tactique habituelle pour justifier la prochaine vague de destruction. Le monde observe, craignant le pire. Les attaques aériennes continuent d'ailleurs sans relâche. La nuit du 3 septembre, le pays a subi sa troisième attaque massive en une semaine. Les villes de Louetsk, Khmelnytsky, Lviv et Kiev ont été ciblées. La Russie a mobilisé au moins 8 avions et plus de 100 cibles ont été détectées. Dans le même temps, Moscou affirme avoir repoussé une attaque de 27 drones dans le sud de la Russie. C'est une spirale de violence sans fin. Les civils paient le prix fort. Qui peut les arrêter? Pendant ce temps, un autre acteur clé fait entendre sa voix, toujours imprévisible, Donald Trump. Il n'a pas participé à la réunion de Paris. Il a demandé au département du Trésor de préparer de nouvelles sanctions contre la Russie pour l'Europe. Il a déclaré que si l'Europe veut intensifier cette guerre, ce sera à leur conscience. Il surveille la situation. Il aurait des informations intéressantes. Il a nié les rumeurs de sa mort. Il a tenu une conférence de presse. Et non, il ne considère pas la Chine comme un défi. Toujours dans son style, Trump, tel un funambule politique, navigue entre les lignes. Ses annonces de sanctions pour l'Europe, mais pas pour les États-Unis. Ces déclarations qui semblent accuser l'Europe, pas la Russie. Sa conférence de presse après les rumeurs de sa mort. Tout est spectacle, tout est calcul. Sky News analyse ce comportement comme un flirt de Poutine avec Trump. Pour éviter de nouvelles sanctions, Trump semble confus, prêt à blâmer l'Europe. Simple mise en scène ou stratégie élaborée. Le mystère demeure. Il est également à noter que Trump a récemment multiplié les critiques envers l'OTAN, qualifiant l'organisation d'obsolète et menaçant de retirer les États-Unis si les pays membres ne respectent pas leurs engagements financiers. Cette position affaiblit davantage l'unité de l'Alliance et donne du grain à moudre au Kremlin. Ses propos sur la Chine, où il navigue entre accusations et déclarations plus modérées, créent une incertitude délibérée dans les relations internationales, une stratégie qu'il a toujours affectionnée. Qui, selon vous, devrait être le porte-parole clé sur ce sujet? Nommer une personne ou un média? Face à cette instabilité, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a tenu des propos glaçants. Il a déclaré que la menace russe s'accroît. Il a calculé le temps de vol des missiles russes vers des villes de l'OTAN, 5 à 10 minutes pour des villes comme La Haye. Il souligne que toutes les nations de l'OTAN sont sous menace directe russe, quelle que soit leur position.
géographique. C'est une véritable alerte, un coup de semonce qui résonne dans nos oreilles. La déclaration de Rutte est un avertissement brutal, une mise en garde implacable. 5 ou 10 minutes, c'est le temps qu'il faudrait pour qu'un missile russe atteigne une capitale européenne. Pensez à l'impact psychologique de ces chiffres, la peur que cela engendre, c'est l'essence même de la doctrine de la destruction mutuelle assurée, réactualisée, mais cette fois-ci, la menace est tangible, palpable. Comment l'Europe va-t-elle réagir à cette peur constante? Les pays de l'Est, en particulier, ressentent cette menace avec une acuité particulière, ayant des frontières directes avec la Russie ou ses alliés. Des pays comme la Pologne, les États baltes et la Finlande investissent massivement dans leur défense, renforcent leurs alliances militaires et sensibilisent leur population au scénario de crise. Cette militarisation de la société européenne, bien que nécessaire face au contexte actuel, pèse lourdement sur le moral des citoyens et génère un sentiment d'insécurité chronique. Le chaos ne se limite pas aux frontières des nations. En Allemagne, un scandale politique sans précédent éclate. 6 candidats du parti d'extrême droite AfD sont décédés subitement juste avant les élections locales en Rhénanie du Nord-Westphalie. La police parle de causes naturelles, mais les théories du complot pullulent en ligne. Les dirigeants de l'AfD, dont Alice Weidel, n'infirment rien. Elon Musk, quant à lui, a apporté son soutien à l'AfD, déclarant soit l'Allemagne vote pour l'AfD, soit ce sera la fin de l'Allemagne. Une coïncidence troublante ou un sinistre dessein, statistiquement presque impossible. C'est ainsi que les utilisateurs et figures de l'AfD qualifient cette série de décès. Une suspicion alimentée par l'absence de démenti des dirigeants du parti. S'agit-il d'une campagne d'élimination politique par des forces occultes ou d'une manipulation cynique pour renforcer le narratif de victime du système de l'AfD? Elon Musk ajoute de l'huile sur le feu. Son soutien à l'AfD, son message maximaliste dépeignent une situation de tout ou rien pour l'Allemagne. C'est un test pour la démocratie, un virage potentiellement dangereux pour l'Europe. Les services de renseignement allemands ont d'ailleurs renforcé leur surveillance sur certains éléments de l'AfD soupçonnant des liens avec des mouvances extrémistes. Cette montée en puissance des partis populistes et d'extrême droite en Europe, souvent favorisée par les crises économiques et migratoires, fragilise le consensus démocratique et ouvre la porte à des influences étrangères. Les réseaux sociaux, dont X, anciennement Twitter, possédé par Elon Musk, jouent un rôle majeur dans la diffusion de ces narratifs polarisants, rendant encore plus difficile la distinction entre faits et fake news. Quel événement géopolitique majeur est sous-estimé ou passé inaperçu et pourquoi? Laissez vos commentaires. Pendant ce temps, la justice française s'active loin des champs de bataille. Paris a émis un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad, le président syrien et des membres de son entourage proche. Son frère, d'anciens chefs des services de renseignement et d'état-major sont visés. Les accusations, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment pour le bombardement de Homs en 2012 où des journalistes étrangers furent tués. Ce geste est un rappel implacable. L'impunité n'est pas éternelle. La décision de la France est un symbole fort. Elle envoie un message clair aux dictateurs du monde entier, un message d'espoir pour les victimes. Mais que signifie ce mandat d'arrêt alors que Bachar el-Assad est protégé par le Kremlin? On se souvient du soutien russe à Assad, particulièrement après les bombardements de Homs. C'est un affront direct à Moscou, une prise de position audacieuse. Est-ce une pure déclaration de principe ou un pas concret vers la justice? La question reste en suspens. Les ONG de défense des droits humains saluent cette initiative, espérant qu'elle conduira à une action en justice, même si le chemin est semé d'embûches diplomatiques. Historiquement, la justice internationale est souvent freinée par la souveraineté des États et les jeux de pouvoir géopolitique. Cependant, ce type de mandat contribue à documenter les crimes et à maintenir la pression sur les régimes coupables, ouvrant la voie à de futures poursuites lorsque les circonstances seront plus favorables. Au milieu de toute cette noirceur, une histoire lumineuse. Abby et Brittany Hensel, les célèbres siamoises, ont présenté leur nouveau-né à leurs amis. Abby s'est mariée en 2021 avec Josh Bowling. Elles n'ont fait aucun commentaire officiel, mais leur bonheur est palpable. Leur condition est rare. 2 paires de poumons et de cœur, système digestif et reproducteur partagé. Elles rêvaient d'être mères, un miracle de la vie.
Cette histoire dépasse le simple fait divers. Ce n'est pas seulement l'exceptionnelle générosité de la nature, c'est une puissante lueur d'espoir, un rappel qu'au milieu des tumultes politiques, des conflits dévastateurs, la vie trouve toujours son chemin, l'amour, la maternité, le bonheur, des valeurs universelles qui résonnent bien au-delà des frontières et des conflits. C'est un éclat de tendresse au cœur de la tempête. Une parenthèse de douceur qui nous rappelle l'essentiel. En effet, dans un monde saturé d'informations anxiogènes, de guerres et de divisions, des récits comme celui des sœurs Hensel offrent une perspective différente. Ils soulignent la résilience humaine, la capacité à trouver la joie et le plein d'accomplissement malgré des défis extraordinaires. Ces histoires rappellent la complexité de l'existence et la beauté intrinsèque de la vie. Elles invitent à la réflexion sur ce qui est véritablement important et à ne pas se laisser submerger par le pessimisme ambiant. Ces moments de grâce sont des bouffées d'oxygène nécessaires pour maintenir l'équilibre psychologique des populations confrontées à l'incertitude et à la peur. La capacité du corps humain à s'adapter et à prospérer dans des conditions uniques est un témoignage puissant de la force de la vie. Si vous étiez le conseiller d'un leader mondial, quelles mesures uniques prendriez-vous dans les 90 prochains jours pour influencer positivement la situation actuelle? Et maintenant, que nous réserve l'avenir? Les manœuvres militaires lituaniennes et russes se suivront, chacun affirmant sa force. La Chine consolidera son influence, cherchant à redéfinir l'ordre mondial. Poutine continuera de jongler entre ses déclarations et ses actions, cherchant à diviser l'OTAN. Trump pourrait revenir, apportant son lot d'incertitudes. Les tensions monteront en Europe, la démocratie sera mise à l'épreuve. L'histoire se répète toujours avec des accents différents, le temps d'un missile. Un clin d'œil et le monde peut changer. Un simple coup de tonnerre. Les jeux d'ombre et de lumière se poursuivent. Le conflit du pays entre la Fédération de Russie et l'Alliance occidentale ne montre aucun signe d'apaisement. La question demeure, la communauté internationale finira-t-elle par trouver un terrain d'entente où les clivages actuels ne feront-ils que s'intensifier, menant à une confrontation plus vaste? Il est crucial de noter que la diplomatie reste une voie essentielle, bien que souvent difficile. Les tentatives de médiation, les négociations en coulisses et les efforts de maintien de la paix doivent se poursuivre sans relâche, même lorsque les perspectives semblent minces. Le rôle des organisations internationales comme l'ONU, bien que parfois critiqué, est plus pertinent que jamais pour faciliter le dialogue et prévenir l'escalade. La sécurité collective passe par une réaffirmation des principes du droit international et par une volonté partagée de résoudre les crises par des moyens pacifiques. Cependant, face aux ambitions révisionnistes de certaines puissances, une position ferme et unie est également indispensable pour protéger les valeurs démocratiques et la souveraineté des nations. L'équilibre entre fermeté et ouverture au dialogue sera la clé pour naviguer dans cette période de grande incertitude géopolitique. Les sanctions économiques, bien que douloureuses pour les populations, sont un outil de pression non militaire qui peut, à terme, influer sur le comportement des régimes. L'aide humanitaire et le soutien aux populations civiles dans les zones de conflit sont également primordiaux pour atténuer les souffrances et jeter les bases d'une reconstruction future. En fin de compte, ces événements convergent vers une interrogation capitale. Cette décennie sera-elle celle de la réconciliation ou de la destruction? Votre avis, vos pensées sont cruciaux pour enrichir notre débat. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses futures sur le monde complexe qui nous entoure. Activez la cloche et partagez cette vidéo.